L'horreur dans le cimetière. Lorsque l'autoroute d'État allant à Rutland est fermée, les voyageurs sont obligés d'emprunter la route de Stillwater et de passer par Swap Hollow. Le paysage est superbe par endroits, mais le trajet a une réputation plutôt mauvaise depuis des années. Il y a quelque chose de déprimant, spécialement à proximité de Stillwater même. Les automobilistes se sentent soudain mal à l'aise à cause de la ferme aux volets hermétiquement clos juchée sur le tertre au nord du village et du simple d'esprit à barbe blanche qui hante le vieux cimetière au sud pour faire apparemment la conversation aux occupants de certaines tombes. Il ne reste plus grand-chose de Stillwater. Le sol est épuisé et la plupart des gens ont émigré vers les localités situées sur l'autre rive du fleuve éloigné ou vers la ville de l'autre côté des collines également lointaines. Le clocher de la vieille église blanche est tombé et la moitié des maisons disséminées au nombre approximatif de 20 sont vacantes et se trouvent aux différents stades de la décrépitude. La vie normale se concentre exclusivement autour du bazar et station-service de Peck. C'est chez lui que s'arrête à présent le curieux pour poser des questions sur la maison aux volets clos et sur l'idiot qui marmonne des choses en s'adressant aux morts. Après avoir posé leurs questions, les gens s'éloignent pour la plupart avec un certain dégoût mêlé d'inquiétude. Ils trouvent les flâneurs loqueteux, curieusement déplaisants et pleins d'allusions non précises quand ils parlent d'événements évoqués d'un passé très ancien. Il y a quelque chose de menaçant, de sinistre dans leur façon de raconter les faits très ordinaires, une tendance paraissant injustifiée à prendre un air évasif, suggestif, confidentiel, à se mettre à certains endroits, à chuchoter d'un air effrayé, qui trouble insidieusement l'auditeur. Les vieux Yankees parlent souvent ainsi, mais dans ce cas, l'air de mélancolie que dégage ce village à moitié croulant, le caractère lugubre de l'histoire racontée donnent à ces manières sombres et réservées une signification supplémentaire. On ressent profondément l'horreur essentielle qui se dissimule derrière le puritain isolé et ses étranges répressions. On l'éprouve et on aspire à s'évader le plus vite possible pour aller respirer un air plus pur. Les flâneurs murmurent, sur un ton ému, que la maison aux volets clos est celle de la vieille Miss Sprague, Sophie Sprague, dont le frère Tom a été enterré le 17 juin de l'année 86. Sophie n'a plus jamais été la même depuis ses funérailles. Et l'autre chose qui est arrivée le même jour, et elle a fini par rester chez elle tout le temps. Elle ne veut même plus se montrer à présent. Elle laisse des mots sous le paillasson de la porte de derrière, et elle se fait livrer ce dont elle a besoin par le fils de Ned Peck. Elle a peur de quelque chose. Avant tout du vieux cimetière de Swap Hollow. On n'a jamais pu la faire s'en approcher depuis que son frère et l'autre y ont été enterrés. Ce n'est pas très étonnant toutefois à voir la façon extravagante que ce fou de Johnny Dow a de se comporter. Il rôde autour du cimetière toute la journée et quelquefois le soir, et il prétend parler avec Tom et avec l'autre. Puis il s'en va du côté de la maison de Sophie, et il lui crie des choses. C'est pourquoi elle a commencé à garder ses volets fermés. Il dit que des choses arriveront de quelque part pour l'emporter à un moment ou un autre. On est obligé de le faire taire, mais on ne peut pas être trop dur avec le pauvre Johnny. De plus, Steve Barbour a toujours eu son opinion. Johnny adresse ses discours à deux des tombes. L'une est celle de Tom Sprague. L'autre, à l'extrémité opposée du cimetière, est celle d'Henry Thorndyke, qu'on a inhumé le même jour.
Henry était entrepreneur de pompes funèbres du village, le seul à plusieurs kilomètres à la ronde, et ne s'était jamais plu dans la région de Stillwater. Un gars de la ville, venu de Rutland. Il avait fréquenté l'université et il s'était beaucoup instruit dans les livres. Il lisait de drôles de choses dont personne n'avait jamais entendu parler. Il mélangeait des produits chimiques dans des buts suspects. Il essayait toujours d'inventer quelque chose de nouveau, un liquide d'une composition inédite pour embaumer les corps ou un drôle de médicament. Certains disaient qu'il avait essayé d'être docteur et qu'ayant échoué à ses examens, il avait choisi la meilleure profession après la médecine. Naturellement, il n'y avait pas beaucoup de travail pour un entrepreneur de pompes funèbres dans un endroit comme Stillwater, mais il faisait un peu de culture à côté. Étrange disposition, morbide, et il buvait en cachette à en juger par le nombre de bouteilles vides dans son tas d'ordures. Pas étonnant que Tom Sprague les haït, les fait blackbouler de la loge maçonnique, et lui ait dit de se tenir tranquille quand il s'était mis à faire la cour à Sophie. Sa façon de faire des expériences sur les animaux était contraire à la nature et aux Écritures. Qui pourrait oublier l'état dans lequel on avait trouvé ce collet, ou bien ce qui était arrivé au chat de la vieille Mrs. Hackley? Ensuite, il y a eu l'affaire du veau, du diacre Levitt. Lorsque Tom avait pris la tête d'une bande de gars du village pour aller lui demander des comptes. La chose curieuse, c'est que finalement le veau était revenu à la vie, bien que Tom l'ait trouvé raide comme un tisonnier. Quelques-uns disaient que c'était pour faire une blague à Tom, mais Thorndyke était probablement d'un avis différent, puisqu'il était tombé sous les coups de poing de son ennemi avant que l'erreur soit découverte. Bien entendu, Tom était à moitié ivre à ce moment-là. C'était une méchante brute en tout cas, et sa pauvre sœur était terrifiée par ces menaces constantes. C'est probablement pour cela qu'elle est restée si ravagée par la peur. Ils vivaient seuls tous les deux, et Tom ne la laisserait jamais partir, car cela obligerait à partager la propriété. La plupart des gars avaient trop peur de lui pour faire des frais à Sophie. Il mesurait plus d'1,80 m, sans talons. Mais Henry Thorndyke était un sournois, qui faisait toujours les choses dans le dos des gens. Il n'était pas très beau, mais Sophie ne l'avait tout de même jamais découragé. Minable et affreux comme il était, elle aurait été heureuse d'être libérée de son frère par n'importe qui. Elle n'aurait peut-être jamais cessé de se demander comment se débarrasser de lui après s'être débarrassée de Tom. Bien. C'était à ce point que les choses en étaient en juin 86. Jusque-là, ce que chuchotent les flâneurs au magasin de Peck n'est pas tellement intolérable ni lugubre. Mais quand il continue, l'impression de dissimulation et de tension malveillante s'aggrave. Tom Sprague, semble-t-il, avait coutume de se rendre périodiquement à Rutland pour y faire la bombe, et ses absences donnaient à Henry Thorndyke d'excellentes occasions. Quand il revenait, il était toujours dans une forme déplorable. Le vieux Dr. Pratt, bien que sourd et à moitié aveugle, ne cessait de le mettre en garde à cause de son cœur et des dangers de délirium tremens. D'après les cris qu'on entendait et les injures qui pleuvaient, on pouvait toujours savoir quand il était rentré. C'est le 9 juin, un mercredi, le lendemain du jour où le jeune Joshua Goodenough a terminé son nouveau silo, que Tom est parti pour sa dernière et sa plus longue bordée. Il est revenu le mardi suivant, dans la matinée, et les gens qui étaient dans le magasin l'ont vu donner des coups de fouet à son étalon bai, comme il faisait quand il se trouvait sous l'emprise du whisky. Des cris, des hurlements, des injures sortirent ensuite de chez les Sprague.
Et la première chose qu'ont apprise les gens, ce fut que Sophie courait aussi vite qu'elle le pouvait chez le docteur Pratt. En arrivant, le docteur trouva Thorndyke chez Sprague. Tom était couché dans sa chambre et avait l'œil fixe et l'écume à la bouche. Le vieux Pratt s'affairait et procédait aux examens habituels. Puis il secoua la tête d'un air solennel et dit à Sophie qu'elle venait de subir la perte la plus douloureuse. Son plus proche et plus cher parent venait de franchir les portes de Nacre pour gagner un monde meilleur, comme tout le monde savait qu'il le ferait s'il ne cessait pas de boire. Sophie reniflait plus ou moins, chuchotent les flâneurs, mais ne semblait pas tellement désolée. Thorndyke se contentait de sourire, peut-être devant ce qu'il y avait d'ironique dans le fait qu'après avoir toujours été son ennemi, il était à présent la seule personne qui pût être de quelque utilité à Thomas Sprague. Il hurla quelque chose à l'oreille du docteur Pratt, celle qui était à moitié bonne, sur la nécessité de procéder rapidement aux funérailles en raison de l'état dans lequel Tom se trouvait. Les ivrognes dans son genre sont toujours des sujets douteux, et tout délai exagéré, quand on n'a à sa disposition que des facilités limitées de la campagne, peut entraîner des conséquences visuelles ou autres, difficiles à accepter par ceux qui portent le deuil du cher disparu. Le docteur avait murmuré que la carrière d'alcoolique de Tom devait l'avoir embaumé à l'avance, assez convenablement. Mais Thorndyke l'assura du contraire, tout en se vantant en même temps de son habileté et des méthodes de tout premier ordre qu'il avait mises au point au cours de son expérimentation. C'est ici que le chuchotement des flâneurs devienne véritablement désagréable. Jusqu'ici, l'histoire est habituellement racontée par Ezra Davenport ou Luther Fry, si le premier est couché avec des engelures, comme il a tendance à en avoir pendant l'hiver. Mais à partir d'ici, c'est le vieux Calvin Wheeler qui prend la suite, et sa voix a une façon tristement insidieuse de suggérer l'horreur cachée. Si Johnny Dow vient à passer, on s'arrête toujours un instant, car à Stillwater, on n'aime pas que Johnny parle trop avec des étrangers. Calvin vient tout près du voyageur et quelquefois saisit le revers de sa veste d'une main noueuse et constellée de taches brunes, tout en fermant à moitié ses yeux d'un bleu délavé. « Eh bien, monsieur, murmura-t-il. Henry, il est entré chez lui, et il a pris ses instruments. Johnny Dow le fout en trimballer la plupart, parce qu'il faisait toujours des corvées pour Henry. Et il dit comme ça que le Doc Pratt et Johnny le fou devaient l'aider à faire la toilette du corps. Doc disait toujours comme quoi il trouvait qu'Henry parlait trop, à se vanter d'être un bon ouvrier, et Kelvin, que Stillwater est un entrepreneur de pompes funèbres attitré, plutôt que d'enterrer les gens juste comme ils sont. C'est comme ça qu'ils font là-bas, à White Bay. Supposez qu'il dit qu'un type soit pris de ces crampes qui paralysent comme on lit dans les journaux. Est-ce qu'un corps aime ça, quand on le descend dans la fosse, et qu'on commence à lui lancer des pelletées de terre? Est-ce qu'il aime ça, quand il commence à étouffer sous la pierre toute neuve, à gratter si, à la chance que la force lui revienne, mais en sachant tout le temps que ça ne sert à rien? Non, monsieur, moi, je vous le dis, c'est une bénédiction que Stillwater est un bon docteur pour savoir quand un homme est mort et quand il ne l'est pas. Et un entrepreneur de pompes funèbres au courant qui sait arranger un corps pour qu'il reste sans ennui là où on le met. C'était ainsi qu'Henry continuait à parler tout à fait comme il parlait au reste du pauvre Tom. Et le vieux docteur Pratt n'aimait pas ce qu'il était capable d'en saisir, même si Henry rappelait un bon docteur. Johnny le fou ne cessait de regarder le corps, et ça n'était pas trop agréable la façon qu'il avait de dire, en larmoyant des choses comme ça. « Il n'est pas froid, docteur ?» Ou bien « Je vois ses paupières bouger. » Ou bien « Donnez-moi une seringue,
de ce qui me fait me sentir bien. » Sur ce, Thorndyke l'a fait taire, bien que nous sachions tous qu'il avait donné à ce pauvre Johnny l'habitude des drogues. C'est un miracle que le pauvre type ait pu s'en défaire. Mais ce qu'il y ait de pire, d'après le docteur, c'est la façon dont le corps s'est redressé quand Henry a commencé à le remplir de liquide embaumé. Il s'était vanté de cette magnifique nouvelle formule qu'il avait essayée sur les chats et les chiens. Et tout à coup, le corps de Tom s'est mis à se plier en deux, comme s'il avait été vivant et s'était préparé à lutter. Mais le docteur dit qu'il était absolument raide, et il savait pourtant comment les cadavres se comportent quand les muscles commencent à se raidir. Eh ben, monsieur, en un mot commençant, le cadavre s'est assis et s'est emparé de la seringue de Thorndyke, de telle sorte que l'aiguille s'est plantée dans Henry lui-même et lui a donné une bonne dose de son propre liquide pour embaumer, si vous voulez tout savoir. Ça a fait très peur à Henry, bien qu'il ait arraché l'aiguille et a réussi à recoucher le corps et à lui injecter tout le liquide. Il mesurait sans cesse qu'il restait de la drogue. Bien qu'il ait voulu être sûr que c'était assez, et n'arrêtait pas de se rassurer parce qu'il ne lui en était pas entré beaucoup dans le corps, mais Johnny le fou ne cessait de chanter. « C'est ce que vous avez donné au chien de Lee Hopkins quand il est devenu tout à fait comme s'il était mort, et tout raide, et puis qu'il s'est réveillé ensuite. Maintenant, vous allez être mort et raide, comme Tom Sprague. Si vous n'en prenez pas beaucoup, rappelez-vous que ça ne commence à agir qu'au bout d'un long moment. » Sophie, elle se trouvait en bas, avec des voisins, et ma femme Mathilde, celle qui est morte en 30, était avec eux. Ils étaient tous essayés de savoir si Thorndyke était parti quand Tom était rentré, et si c'était pas de l'avoir trouvé là qui avait mis le pauvre Tom sans dessus-dessous. Je peux aussi bien dire qu'il y avait des gens qui trouvaient vraiment drôle que Sophie ne se désole pas davantage et ne s'occupe pas de la façon dont Thorndyke avait souri. Il y en avait pour insinuer qu'Henry avait aidé Tom à mourir avec certains de ses liquides drôlement cuisinés et avec ses seringues, ou que Sophie se tiendrait tranquille si elle le pensait. Ben, vous savez comment sont les gens quand ils parlent, dans le dos de quelqu'un. Nous savions tous la façon presque folle que Thorndyke avait de haïr Tom. Non sans raison, disons-le. Et Émilie Barbour disait à ma Mathilde comme quoi Henry avait la veine d'avoir le vieux docteur Pratt tout de suite là pour donner séance tenante un certificat de décès qui ne laissait aucun doute pour la personne. Quand le vieux Calvin en arrivait à ce point, il commençait habituellement à marmonner dans sa barbe sale, en désordre, des choses incompréhensibles. La plupart des auditeurs essaient de s'éloigner de lui, et il ne semble pas souvent s'en apercevoir. C'est généralement Fred Peck, qui était un tout petit garçon à l'époque des événements, qui poursuit le récit. L'enterrement de Thomas Sprague a eu lieu le jeudi 17 avril, 2 jours seulement après le décès. Une pareille hâte fut jugée presque indécente dans ce Stillwater écarté et inaccessible, car de longues distances devaient être couvertes par ceux qui venaient y assister. Mais Thorndyke avait insisté sur le fait que l'état particulier du défunt l'exigeait. L'entrepreneur des pompes funèbres avait paru nerveux depuis qu'il avait préparé le corps, et on pouvait le voir se tâtant fréquemment le pouls. Le vieux docteur Pratt pensait qu'il se faisait du mauvais sang au sujet de cette dose de liquide à embaumer qu'il s'était injecté accidentellement. Naturellement, l'histoire de la toilette s'était répandue si bien que les assistants étaient doublement enthousiastes à la perspective d'assouvir leur curiosité et de satisfaire leur intérêt morbide. Bien que visiblement bouleversé, Thorndyke paraissait disposé à remplir ses devoirs professionnels dans un style magnifique. Sophie et d'autres, qui avaient vu le corps, étaient profondément bouleversés par son air parfaitement vivant, et le virtuose mortuaire
prenait une garantie supplémentaire sur la qualité de son travail en retirant certaines injections à intervalles réguliers. Il avait fini par s'attirer, grâce à ses efforts, une sorte d'admiration légèrement réticente de la part des gens de la ville et des visiteurs, bien qu'il ait eu une tendance à gâcher cette impression par ses boniments vantards et de mauvais goût. Toutes les fois qu'il se livrait aux fonctions silencieuses de sa charge, il répétait sans cesse ses radotages éternels sur la chance qu'il y avait à posséder un bon entrepreneur de pompes funèbres. Et si Tom avait eu affaire à ces types sans soin qui enterrent leurs clients vivants. En s'exprimant ainsi, il semblait s'adresser directement au corps. La façon qu'il avait de rabâcher les horreurs d'une inhumation prématurée était véritablement barbare et incommodante. Le service fut célébré dans la chambre d'apparat, qui sentait le renfermé et qu'on ouvrait pour la première fois depuis le décès de Mrs. Spragg. Le petit harmonium, qui jouait faux, gémissait désespérément. Le cercueil posé sur des tréteaux, près de la porte du hall, était couvert de fleurs, à l'odeur entêtante. Tous les records d'affluence étaient visiblement battus. Les gens, venus de près et de loin, s'étaient rassemblés en grand nombre, et Sophie faisait tous ses efforts pour avoir l'air véritablement désespérée. À certains moments où elle ne s'observait pas, elle paraissait à la fois embarrassée et mal à son aise. Elle partageait son attention entre l'entrepreneur de pompes funèbres, à l'air fiévreux, et le corps de son frère ayant toutes les apparences de la vie. Un lent dégoût pour Thorndyke semblait prendre naissance en elle, et les voisins murmuraient sans se gêner qu'elle ne tarderait pas à l'envoyer promener, à présent que Tom n'était plus là. C'est-à-dire si elle le pouvait, car un client aussi malin n'est pas toujours commode à manier. Mais avec son argent et ses beaux restes, elle pouvait très bien trouver un autre gars qui ferait probablement le nécessaire au sujet d'Henri. L'orgue attaquait île magnifique de quelque part. Le chœur de l'église méthodiste ajoutait ses voix lugubres à cette sinistre cacophonie. Tout le monde contemplait pieusement le diacre lévite. Tout le monde, c'est-à-dire, sauf le fou Johnny Down, qui gardait les yeux rivés sur la forme immobile apparaissant sous la glace du cercueil. Il marmonnait à voix basse. Stephen Barbour, de la ferme voisine, était le seul à remarquer la présence de Johnny. Quand il vit l'idiot parler en s'adressant directement au corps, il frissonna. L'autre faisait même des signes stupides avec ses doigts, comme pour adresser des reproches à celui qui reposait sous la plaque de verre. Tom, se disait-il, avait envoyé promener à coups de pied le pauvre Johnny, plus souvent qu'à son tour. Et non sans provocation, très probablement. Dans tout cela, il y avait quelque chose qui portait sur les nerfs de Stephen. Il y avait dans l'air une tension contenue, quelque chose d'anormal couvait, qu'il ne pouvait pas expliquer. On n'aurait pas dû admettre Johnny dans la maison. Et l'effort apparent de Thorndyke pour ne pas regarder le corps était curieux. À chaque instant, l'entrepreneur de pompes funèbres se tâtait le pouls en prenant un drôle d'air. Le révérend Silas Atwood débitait sur un ton monocorde et plaintif l'éloge funèbre du défunt. Il parlait du glaive de la mort qui venait trancher les liens unissant un frère et une sœur qui s'adoraient, amenant la consternation dans toute une famille. Plusieurs des voisins échangeaient des regards furtifs sous leurs paupières baissées, tandis que Sophie se mettait pour de bon à sangloter avec nervosité. Thorndyke vint se mettre à côté d'elle pour essayer de la consoler, mais elle parut, autre chose curieuse, s'éloigner de lui. Il avait des gestes nettement gênés, et il paraissait ressentir d'une façon aiguë la tension anormale qu'il y avait dans l'air. Finalement, pénétré de son rôle de maître des cérémonies, il s'avança pour annoncer d'une voix sépulcrale qu'on pouvait voir le corps une dernière fois. Lentement,
les amis et les voisins vinrent défiler devant la bière. Thorndyke écarta rudement Johnny le fou. Tom semblait reposer en paix. Ce diable d'homme avait été beau à une époque. Quelques sanglots authentiques et beaucoup d'autres simulés se firent entendre, bien que la plus grande partie de la foule se contenta de regarder avec curiosité et de chuchoter ensuite. Steve s'attarda longtemps à regarder attentivement le visage figé et s'éloigner en secouant la tête. Sa femme, Emily, qui le suivait, murmura qu'Henry Thorndyke aurait mieux fait de ne pas tant se vanter de son travail, car les yeux de Tom s'étaient ouverts. Au début du service, ils étaient fermés. Elle s'était levée et elle avait regardé. Mais ils avaient certainement l'air naturels. Pas comme on s'attendrait à les voir au bout de 2 jours. Quand Fred Peck en arrive là, il a coutume de s'arrêter comme s'il n'avait pas envie de continuer. L'auditeur, également, a tendance à sentir venir quelque chose de désagréable. Mais Peck rassure son auditoire en déclarant que ce qui est arrivé n'était pas aussi mauvais que les gens ont tendance à l'insinuer. Steve lui-même ne traduisait jamais en paroles ce qu'il pouvait avoir pensé, et naturellement, il n'y avait aucun compte à tenir de Johnny le fou. C'est Luella Morse, la vieille fille nerveuse qui chantait dans les chœurs, qui semble avoir tout déclenché. Elle défilait devant le cercueil comme les autres, mais elle s'arrêta pour regarder d'un peu plus près que les autres ne l'avaient fait, à part les Barbour. Et alors, sans avertissement, elle poussa un cri déchirant et s'évanouit complètement. Naturellement, ce fut immédiatement le chaos et la confusion dans cette chambre. Le vieux docteur Pratt se fraya un passage pour aller jusqu'à Luella, demanda un peu d'eau pour lui en asperger le visage. Les autres se levèrent pour la regarder, ainsi que le cercueil. Johnny Dump psalmodiait à mi-voix. « Il sait. Il entend tout ce que nous disons. Il voit tout ce que nous faisons. Et on va l'enterrer comme ça. » Mais personne, à part Steve Barbour, ne s'attarda à essayer de comprendre ces bafouillages. Au bout de très peu de temps, Luella commença à revenir à elle. Elle ne put dire exactement ce qui l'avait bouleversée. Elle répétait seulement à voix basse sa façon de regarder. Mais aux yeux des autres, le corps paraissait exactement le même. C'était pourtant une vision macabre, avec ses yeux ouverts et ses couleurs. À ce moment, la foule interloquée remarqua une chose qui pour un moment fit sortir Luella et le corps de leurs préoccupations. C'était Thorndyke. La foule paraissait avoir sur lui un effet curieusement mauvais. Il avait de toute évidence été jeté par terre au cours de la ruée générale, et il essayait de s'asseoir. L'expression de son visage était tout à fait terrifiante. Ses yeux devenaient vitreux, comme ceux d'un poisson. C'était à peine s'il pouvait parler à haute voix, mais le râle qu'il sortait de son gosier exprimait un désespoir indicible que tout le monde remarqua. « Emmenez-moi chez moi, vite, et laissez-moi. Ce liquide que j'ai eu dans mon bras, par erreur. Oh, la réaction sur le cœur, cette sacrée excitation. Oh. Attendez, je reviendrai. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne cesserai pas d'être conscient, ne serait-ce de ce qui se passe. Ne vous y trompez pas. » La suite de la phrase se perdit dans le néant. Le vieux docteur Pratt lui tâta le pouls, attendit un long moment et finalement secoua la tête. Inutile de faire quoi que ce soit. Il est mort. Le cœur n'est pas bon. Et ce liquide qu'il a eu dans le bras devait être une cochonnerie. Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte d'engourdissement parut gagner tous les assistants. Un second décès dans une chambre mortuaire.
il n'y eut que Steve Barbour pour penser à rappeler les dernières paroles dites d'une voix étranglée par Thorndyke. Était-il vraiment mort, alors qu'il avait dit lui-même qu'il pouvait le paraître sans l'être? Ne vaudrait-il pas mieux attendre un peu et voir ce qui allait arriver? Et pendant qu'on y était, quel mal cela ferait-il si le docteur Pratt examinait Tom Spragg encore une fois avant de l'inhumer? Johnny le fou gémissait. Il s'était jeté comme un chien fidèle sur le corps de Thorndyke. « L'enterrez pas! L'enterrez pas! Il n'est pas plus mort que le chien de Lycombe Kids, ou le veau du diacre Lévite ne l'était quand il les a piqués en plein. Il a une drogue qui vous met dedans. Mais vous savez tout ce qui se passe, et le lendemain, vous redevenez aussi bien qu'avant. L'enterrez pas! Il reviendra, lui, sous la terre, et il grattera pour sortir. C'est un brave homme, pas comme Tom Spragg. Que Dieu fasse que cet homme gratte et étouffe pendant des heures et des heures. » Mais, à part Barbour, personne ne prêtait la moindre attention à ce que disait le pauvre Johnny. À dire vrai, ce que Steve lui-même avait dit était tombé dans l'oreille de sourd. L'incertitude sévissait partout. Le vieux docteur Pratt procédait à des examens définitifs et murmurait des choses à propos de formules de certificat de décès. Plein d'onction, Elder Atwood suggérait qu'on fasse quelque chose en vue d'un double enterrement. Thorndyke mort, il n'y avait plus aucun entrepreneur de pompes funèbres de ce côté-ci de Rutland. Et cela entraînait de terribles dépenses d'en faire venir un. Si l'on n'embaumait pas Thorndyke, personne ne pouvait rien garantir. Et il n'y avait ni parents ni amis pour faire des critiques, à moins que Sophie ne prenne le parti d'en faire. Mais Sophie était de l'autre côté de la chambre, silencieuse, regardant fixement et d'une façon presque morbide dans le cercueil de son frère. Le diacre Lévite tenta de rétablir un semblant de décorum, fit transporter le pauvre Thorndyke à travers le hall jusqu'au salon et envoya pendant ce temps Zenas Welles et Walter Perkins chez l'entrepreneur de pompes funèbres chercher un cercueil de la bonne dimension. La clé se trouvait dans la poche du pantalon d'Henry. Johnny continuait à gémir et à caresser le corps. Elder Atwood s'occupait de savoir à quelle église appartenait Thorndyke, car Henry n'avait jamais assisté aux services locaux. Quand il fut établi que ses parents de Rutland, à présent tous morts, avaient été baptisés, le révérend Silsas décida qu'il valait mieux que le diacre Lévite dise une courte prière. C'était un jour de gala pour les fanatiques des enterrements de Stillwater et du voisinage. Même Luella s'était assez remise pour pouvoir rester. Potin murmurait et chuchotait, bourdonnait sans cesse de s'occuper, pendant que quelques retouches étaient apportées au corps de Thorndyke, qui se refroidissait, se raidissait, pour améliorer sa présentation. Johnny avait été chassé de la maison, alors que la plupart des gens reconnaissaient qu'il aurait dû s'y trouver à la première place, mais ces hurlements lointains arrivaient de temps en temps par bouffées macabres. Lorsque le corps eut été mis en bière et placé à côté de celui de Tom Spragg, la silencieuse Sophie, dont l'aspect était presque effrayant, le regarda avec insistance, comme elle avait regardé son frère. Elle n'avait plus prononcé un mot depuis un temps dangereusement long, et l'expression complexe de son visage défiait toute description ou interprétation, tandis que les autres se retiraient pour la laisser seule avec les morts. Elle réussit à trouver une sorte de diction mécanique, mais personne ne pouvait distinguer les mots, et elle semblait s'adresser alternativement à un corps puis à l'autre. Et alors, en atteignant ce qui, aux yeux de quelqu'un arrivant du dehors, aurait pu passer pour le summum de la comédie macabre inconsciente, on renouvela sans cesse, sans se soucier,
toute la momerie funéraire de l'après-midi. De nouveau, l'orgue bourdonna, le chœur poussa ses lamentations aiguës et déchirantes. De nouveau, s'éleva une incantation monotone, et encore une fois les spectateurs, animés d'une curiosité morbide, défilèrent devant l'objet macabre. Cette fois, un double étalage mortuaire. Quelques personnes parmi les plus sensibles frissonnèrent devant l'ensemble, et de nouveau Stephen sentit quelque chose de sous-jacent qui était horriblement démoniaque, anormal. Dieu! Comme ces deux cadavres simulaient la vie, et comme le pauvre Thorndyke était dans le vrai quand il ne voulait pas être considéré comme mort, et comme il haïssait Tom Spragg. Mais que peut-on faire devant une question de sens commun? Un homme mort est un homme mort. Et il y avait le vieux docteur Pratt, avec ses années d'expérience. Si personne d'autre ne se faisait du souci, pourquoi s'en ferait-on? Tout ce qui est arrivé à Tom, il l'avait probablement mérité. Et si Henry lui avait fait quelque chose, ils étaient quittes à présent. Bon, Sophie était enfin libre. La procession des gens qui étaient venus regarder allait pour finir en direction du hall et de la porte de sortie. Une fois de plus, Sophie était seule avec les morts. L'aîné des Hatwood était sur la route en train de parler au cocher du corbillard qui venait de chez Lee, le loueur de chevaux, et le diacre Lévite prenait ses dispositions afin d'avoir 2 fois plus de gens pour tenir les cordons du poêle. Heureusement, le corbillard pourrait contenir 2 cercueils. Pas à se presser. Ed Palmer et Ethan Stone étaient partis devant avec des pelles pour creuser la 2e tombe. Il y aurait dans le cortège 3 voitures de location et un certain nombre de voitures privées. Inutile d'essayer de maintenir la foule à l'écart des tombes. Il y eut alors un hurlement frénétique venant du salon où se trouvaient Sophie et les corps. Sa soudaineté paralysa à moitié la foule et fit renaître la même émotion que lorsque lui et là avaient crié et s'étaient évanouis. Steve Barbour et le diacre Lévite s'apprêtaient à rentrer, mais avant qu'ils aient pu pénétrer dans la maison, Sophie se rua déjà au dehors en sanglotant et en disant « Cette figure à la fenêtre! Cette figure à la fenêtre !» Au même instant, un personnage à l'œil farouche tournait le coin de la maison. Le cri tragique de Sophie n'avait plus rien de mystérieux. Ce visage à la fenêtre, c'était celui de ce pauvre fou de Johnny, qui se mit à bondir en montrant Sophie du doigt et en hurlant. « Elle sait, elle sait. Je l'ai vue sur sa figure, quand elle les regardait, quand elle leur parlait. Elle sait. Et elle les laisse aller sous la terre et gratter pour avoir de l'air. Mais ils lui parleront et elle pourra les entendre. Ils lui parleront et ils lui apparaîtront. Et un jour, ils reviendront la chercher. » Zenas Wells entraîna le simple d'esprit toujours hurlant dans un appentis derrière la maison et l'y enferma de son mieux. On entendait de loin ses cris et les coups qu'il donnait dans la porte, mais personne n'y fit plus attention. On forma le cortège qui, avec Sophie dans la première voiture, franchit lentement la courte distance séparant le village du cimetière de Swap Hollow. L'aîné des Hatwood fit des remarques appropriées au moment où Thomas Spragg était descendu dans la fosse, et le temps que ce soit fini, Ed et Ethan avaient terminé la tombe de Thorndyke de l'autre côté du cimetière. La foule s'y rendit. Le diacre Lévite prononça quelques paroles empoulées et l'on répéta l'opération de descente du cercueil. Les gens avaient commencé à s'éloigner par petits groupes. Le fracas des cabriolets était général, mais les pelles recommencèrent à voltiger. Pendant que la terre tombait avec un bruit sourd sur le couvercle des cercueils, en commençant par celui de Thorndyke, Steve Barbour nota la série d'expressions qui se succédèrent sur le visage de Sophie Spragg. Il ne put les suivre toutes, mais celle qui put déceler
s'assortissait, semble-t-il, d'une sorte de vague regard triomphant. Équivoque pervers, à demi réprimé, il secoua la tête. C'est ici qu'en général Fred Peck abandonne son récit. Qu'y a-t-il de plus à dire ? Demanda-t-il en effet. Ce fut une sombre tragédie, et l'on ne peut guère s'étonner qu'après cela, Sophie soit devenue bizarre. C'est tout ce qu'on entend, quand il est tard, et que le vieux Calvin Weller est rentré chez lui de son pas mal assuré. Quand il est encore là, il reprend la parole, avec son chuchotement diablement suggestif et insidieux. Quelquefois, ceux qui l'ont entendu craignent de passer ensuite devant la maison au volet clos ou le cimetière spécialement après la chute du jour. Fred n'était alors qu'un genou, et il ne se rappelle pas la moitié de ce qui s'est passé. Vous voulez savoir pourquoi Sophie garde sa maison fermée, et pourquoi ce fou de Johnny continue encore à parler aux morts et à pousser des cris sous les fenêtres de Sophie? Eh bien, monsieur, je ne sais pas si je sais tout ce qu'il y a à savoir, mais j'entends ce que j'entends. Ici, le vieux crache sa chique et se penche pour prendre son auditeur par le bouton de sa veste. C'est la même nuit, figurez-vous, vers le matin, juste 8 heures après les enterrements, que nous avons entendu le premier cri venant de la maison de Sophie. Tous, on s'est réveillés. Stephen et Émilie Barbour et moi, et Mathilde, arrivent en toute hâte, en tenue de nuit, et elle trouve Sophie tout habillée et complètement évanouie sur le plancher du salon. Une chance qu'elle n'ait pas fermé à clé. Nous l'avons fait revenir à elle, elle tremblait comme une feuille et ne voulait pas dire ce qu'elle avait. Mathilde et Émilie ont fait ce qu'elles ont pu pour la calmer, mais Steve me chuchotait des choses qui ne me mettaient pas tellement à l'aise. Il s'est trouvé qu'une heure après, quand on s'est dit qu'on allait bientôt rentrer à la maison, Sophie a penché la tête sur le côté comme si elle avait écouté quelque chose. Et puis, tout d'un coup, elle s'est remise à crier et elle s'est évanouie une deuxième fois. « Ah bien, monsieur, je dis ce que je dis et je ne vais pas me mettre à deviner comme aurait fait Steve Barbour s'il l'avait osé. Il a toujours été de premier ordre pour insinuer des choses. Il est mort de pneumonie il y a 10 ans de cela. Ce qu'on a entendu de si faible, c'était simplement ce pauvre fou de Johnny, bien sûr. Il était à près de 2 kilomètres du cimetière, et il a dû sortir par une fenêtre de la ferme où on l'avait enfermé. Même si le constable Blake prétend qu'il n'est pas sorti cette nuit-là, depuis ce jour-là, il rôde autour des tombes, en leur parlant à tous les deux, en criant des malédictions et en donnant des coups de pied au tête de Tom, en mettant des poésies et des choses sur la tombe d'Henri. Et quand il ne fait pas ça, il rôde sous les fenêtres au volet clos de Sophie, en hurlant que quelque chose va bientôt venir la chercher. Elle ne voulait jamais s'approcher du cimetière et, à présent, elle ne veut même plus sortir de sa maison, ni voir personne. Elle s'est mise à dire qu'il y avait une malédiction sur Stillwater. Et je veux bien être pendue si elle n'a pas un peu raison. À voir la façon qu'ont les choses de s'en aller à la dérive ces temps-ci. Il y avait certainement quelque chose de bizarre avec Sophie à ce moment-là, un jour lorsque Sally Hopkins était venue la voir. En 97 ou 98, je pense. Il y avait un terrible tapage à ses fenêtres, et pendant tout ce temps Johnny était enfermé en sûreté. Du moins, le constable Dodge l'a juré et rejuré. Mais je ne marche pas dans leur histoire sur des bruits qui se produisent tous les 17 juin, ou à propos de silhouettes vagues et lumineuses qui essaient d'ouvrir la porte et les fenêtres de Sophie tous les matins vers 2 heures. Vous voyez,
Il était environ 2 heures du matin quand Sophie a entendu les bruits et elle s'est évanouie 2 fois pendant la nuit qui a suivi les obsèques. Steve et moi, et Mathilde et Émilie, nous avons entendu la 2e fois faible, comme c'était exactement comme je vous l'ai dit. Et je vous dis encore une fois, comme quoi ce doit être ce fou de Johnny dans le cimetière. Que Jonathan Blake prétende ce qu'il voudra. On ne peut pas reconnaître la voix d'un homme de si loin et avec nos têtes pleines de bêtises. Ça n'a rien d'étonnant que nous ayons pensé qu'il y avait 2 voix, et des voix qui n'avaient pas du tout été obligées de parler. Steve, il prétend en avoir entendu plus que moi. Je crois vraiment qu'il avait une certaine provision de fantômes. Mathilde et Émilie avaient tellement peur qu'elles ne se rappellent pas ce qu'elles ont entendu. Et chose assez curieuse, personne d'autre en ville, s'il y avait des gens réveillés à cette heure indue, n'a rien dit au sujet de bruit qu'il aurait entendu. Quoi qu'il en soit, c'était si faible que ça aurait pu être le vent s'il n'y avait pas eu les mots. J'en ai compris un peu, mais je n'ai pas voulu dire que je confirmais tout ce que Steve prétendait avoir compris. Une diablesse, tout le temps, Henri, et vivant, était clair, et aussi, vous savez, a dit que vous vous teniez prêt, vous débarrassez de lui, et enterrez-moi, dans une voix comme changée. Alors il y avait ce terrible reviendra un jour, dans un cri rauque, comme la mort. Mais ne me dites pas que Johnny n'aurait pas pu faire ces bruits. Hé, là-bas, vous, pourquoi parlez-vous si vite? Peut-être je pourrais vous en dire plus si j'avais la tête à ça.